Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damni Pasco. Salut Lee. Salut Punk. Qui a instruit des nouveaux instructeurs et qui donc va continuer à faire grandir l'équipe de la méthode en France et à l'étranger et sur le continent africain. Ce qu'on disait, il y a certainement une instructrice qui va être au Cameroun, donc c'est plutôt cool. Instructeur pour Cameroun. Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit Tu dis instructrice. Instructrice, instructeur au Cameroun. C'est C'est plutôt cool parce que ça prouve que ça continue à se développer. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de monde au niveau du continent africain? Est-ce que, en général, tu sais si la méthode Silva, il y a du monde en Afrique? Alors, évidemment, ça dépend de la langue. Hein. Je sais qu'il y en a quelques-uns déjà en anglais, mais évidemment, il y a plusieurs endroits en Afrique où on parle français. Donc, oui, il est en, je ne sais pas comment dire, Afrique équatoriale, mais il travaille aussi en Cameroun. Donc, lui, il veut développer la Cameroun parce que c'est plutôt là où on parle français. Oui, bien sûr, bien sûr. Yes, donc nous on continue notre cours avancé. On est sur la deuxième partie le samedi et on est sur énormément d'aspects autour de l'hypnose. Et on est sur la partie qu'il a nommée les lois des suggestions et du pouvoir de l'esprit. D'accord? Donc, en gros, il y a plusieurs lois de suggestion qui sont évoquées, donc plusieurs façons de donner des suggestions, hein, tout simplement, qui permet de souligner l'influence des programmations passées, de la répétition, de l'imagination sur les comportements humains. Donc, programmation antérieure. Les réactions peuvent être déclenchées par des programmes antérieurs qui rendent une personne sensible à certains indices ou déclencheurs comme l'utilisation de mots insultants dans un contexte personnel. Donc ça, on le connaît tous, cette notion que nous, on appellera plutôt des ancrages, mais la réactivation d'ancrage peut amener à n'importe quel moment une réaction qui nous ramène à parfois notre posture d'enfant, notre façon de nous comporter beaucoup plus en tout cas beaucoup moins mature et on ne comprend pas trop pourquoi on réagit de cette façon-là. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi ce principe de programmation antérieure, un des buts et un des objectifs de la méthode qui va être de permettre de créer au travers de programmation pendant les sessions, d'amener au fur et à mesure un automatisme qui se met en place. La répétition. Donc, la répétition fréquente d'une suggestion peut créer des empreintes et renforcer des schémas neuronaux, déclenchant des chaînes d'événements mémorisés. L'imagination surpasse la volonté. Donc là, on revient sur un grand classique en hypnose. Et si vous reprenez la méthode Silva, la plupart du temps, on vous parle de visualisation et d'imagination. On parle rarement, voire pas du tout, de volonté. Est-ce que dans la méthode, il y a un moment où on parle de volonté? Rarement, en fait. Quelquefois, les gens parlent de ça en habitude, mais justement, c'est pendant qu'on fait contrôle des habitudes que j'insiste qu'il ne faut pas essayer avec la volonté, parce que c'est assez court terme. Et justement, quand tu as cité Émile Coué, je cite aussi que s'il y a imagination et volonté en conflit, c'est toujours l'imagination qui va gagner, long terme quand même. La notion de volonté, elle est très intéressante pour mettre l'intention initiale, de lancer la machine, d'amener vers quelque chose. Mais on dit souvent que la volonté peut s'épuiser alors que l'imagination, elle est assez débordante pour ne jamais s'arrêter. Le pouvoir de la volonté ou de la force de caractère est si grand, a beau être très grand, pardon, mais pas plus grand que celui de l'imagination. Ça, c'est José qui l'exprimait. L'imagination l'emporte toujours. Si l'on imagine la récompense associée à une habitude, on est susceptible de la reproduire, même si s'est promis de ne pas le faire. Donc, c'est toujours intéressant. Hein. C'est vous imaginez, je sais pas, consommer quelque chose qui vous plaît. L'imagination va souvent faire craquer le mental qui dit
Non, non, mais c'est bon, je dois tenir, je dois tenir, je dois tenir. Pas toujours, hein. Il y a des moments. Oui. Mais Donc, ça, c'est quand l'imagination vous tente, n'est-ce pas? Exactement. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire, que les gens qui ont pratiqué la technique des habitudes, souvent, ils ont déjà essayé maintes fois avant et évidemment, ils craquent après 2 ou 3 jours, ils disent c'était difficile, j'ai fait des efforts, mais avec cette technique, c'est facile. Mais c'est parce que justement, ils utilisent l'imagination plus que la volonté. Bien sûr. Et si vous constatez, vous remarquez de façon générale ce qui se passe dans le marketing arrive à vous faire imaginer, vous faire désirer. Et rentrer dans une projection de se dire, ah bah si je l'avais, ou si je consomme, ou si je fais ceci ou cela. Et le récit, il devient extrêmement intéressant parce que c'est une narration, c'est un récit, un storytelling qui se met en place dans la tête, qui entraîne petit à petit à rester dans un monde qui n'est pas réel, mais qui nous tente tellement qu'on peut faire en sorte de l'acquérir ou de craquer. C'est là quand on dit je craque sur un produit, je craque sur tel ou tel truc, parce que t'as amené à imaginer comment tu vas fonctionner. Un des points très classiques, qui est très connu, mais qui a été un des points clés dans la vente de voitures pendant des années, ça a été de dire aux gens, tu veux l'essayer? Dans un premier temps, on dit à la personne, imaginez-vous dans cette voiture qui fait ceci, qui fait cela, qui fait cela. Puis, une fois que tu as créé vraiment un déclencheur, une envie, quelque chose qui amène à s'imaginer dedans, le fait que le vendeur dise, attendez, on fait un petit tour avec, ça va nourrir et répondre aux fantasmes, aux rêves qu'on s'est fait, avec une notion très cool de se dire, waouh, c'est exactement ce que je m'étais imaginé, puisque là, c'est pas une imagination longue, c'est une imagination pendant la vente qui amène petit à petit, qui facilite pour beaucoup de personnes le processus d'achat et ou le processus de vente si on est vendeur. Pour neutraliser une habitude, il faut remplacer le mécanisme de récompense par un autre de valeur égale ou supérieure. Donc, c'est intéressant cette notion-là parce que on l'a assez souvent dans les rapports de compensation. Il y a parfois, et ça c'est parfois un défaut dans certaines écoles d'hypnose qui nous disent le subconscient ne compense pas. Si, il a souvent besoin de compenser. C'est pour ça que on va proposer soit quelque chose de très clair pour compenser, soit dire ton subconscient va trouver quelque chose qui te permettra de compenser. Mais on veut qu'il y ait quelque chose qui remplace. Si on vide quelque chose, on va avoir des difficultés et on ne sait pas du tout comment ça va s'orienter. Si on arrête quelque chose, si on stoppe quelque chose et qu'on ne propose pas autre chose, on le voit avec l'arrêt du tabac par exemple, on va dire aux gens, bois un verre d'eau, respire profondément, fais des mouvements, va marcher 5 minutes, etc., pour créer une compensation, pour pas qu'on en ait une automatique qui est je fonce vers la nourriture, par exemple. Donc, ce principe de récompense, valeur égale ou supérieure, quand on met en place une nouvelle habitude, c'est vraiment essentiel. Je n'ai jamais entendu ça, que les utilisateurs qui disent le subconscient ne compense pas. Il y a beaucoup cette problématique de dire, comme certains, parce que je me souviens, moi, avoir eu des débats avec des gens à dire, mais en psycho, on fait que te le dire qu'il y a de la compensation. Et des hypnos qui disaient, non, mais ton subconscient trouve des chemins pour que ce soit le plus juste pour toi. Et l'exemple que je donnais tout le temps était celui du tabac, à dire, c'est pas vrai, regarde le nombre de personnes qui vont compenser, alors que tu as fait une séance d'hypnose ou X séances d'hypnose sur le sujet d'arrêt du tabac, ils arrêtent de fumer, c'est très bien. Ils commencent à être dans un excès de sucre ou d'aliments à la noix, éventuellement de boissons, mais de boissons alcoolisées. Donc, du coup, c'est pas vraiment positif. Non. Mais ça part, je pense, d'un postulat qui vient du fait que ils vont considérer que le subconscient est totalement l'inconscient à tous les patterns positifs et à tout ce qui est bon. Donc en fait, si on ouvre la porte, automatiquement, le subconscient va choisir ce qui est bon, sain pour toi, plutôt que continuer dans quelque chose qui est autodestructeur. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, n'oublie pas, il y a vraiment deux visions dans l'hypnose. Il y a ceux qui vont dire que le subconscient doit être éduqué,
et l'autre qui va dire c'est l'ensemble des ressources et des possibilités. Et donc, il suffit d'ouvrir une porte pour que notre subconscient, notre inconscient prennent le meilleur chemin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur un langage non spécifique quand on est dans l'inconscient tout-puissant. Et quand on est dans le subconscient à éduquer, on est dans un langage au contraire très spécifique, très précis. Donc c'est ce qui fait certainement qu'il y a ces discours qui peuvent encore exister, peut-être moins aujourd'hui, mais moi j'ai eu énormément d'échanges à ce sujet-là avec des hypnos, on n'était pas du tout d'accord. Après, chacun a sa vision de l'hypnose. Ok, je comprends qu'ils veulent croire qu'il y a comment dire, une source à l'intérieur de nous de facultés positives et tout ça. Et moi, je crois pareil, mais ça ne veut pas dire qu'on ne compense pas. Hein? On a tous vu ça des centaines de fois. Bizarre. Ouais. Merci de m'avoir informé. Hein? Je ne savais pas qu'il y avait des écoles comme ça. Oui, mais tu vas l'avoir avec même parfois des notions qui vont utiliser type des supraconscients, c'est un toit supérieur. Tu te connectes au toit supérieur et certains vont dire, bon, maintenant, demande à ton toit supérieur de t'orienter vers quelque chose. Et il peut y avoir un impact de dire, bon, bah, il m'a dit quoi faire ou comment le faire. Mais Ah oui, je vois, c'est la notion du supraconscient qui est toujours positive. D'accord. Ok. On l'a aussi dans la notion d'inconscient. Dans la notion d'inconscient, plutôt de l'hypnose indirecte, il y a une tension positive dans ce qu'il fait. Et du coup, tu vois, on peut très facilement se dire, mais non, t'inquiète pas, je me suis connecté avec la partie élevée de moi ou un inner self de qualité ou une partie de moi qui avait besoin. Et il me dit, fais-moi confiance, je m'en occupe. Très bien, mais bon, si 6 mois plus tard, tu as pris 15 kilos parce que tu t'es arrêté de fumer, il s'en est occupé. Il s'en est peut-être pas occupé comme tu avais envie. Parce que pour nous, hein, dans notre spectre et dans notre vision des choses, parce que tu lui as pas proposé et donné d'alternative ou en tout cas de compensation. La valeur d'expectative. L'attente peut avoir un effet énorme sur les résultats, comme un patient se rétablissant après avoir pris un mauvais médicament parce qu'il s'attendait à ce que ça fonctionne. Les compagnies pharmaceutiques utilisent des placebos pour isoler la vraie valeur du médicament. Donc, on sait très bien, l'attente positive est quelque chose que d'ailleurs vous retrouvez dans la méthode. On a cette attention dans les 3 doigts, dans cette triptyque, de dire il y a une croyance, il y a une attente positive, il y a un désir. Cette attente positive est vraiment quelque chose d'important. Et l'expectative, le fait de pouvoir aller et se projeter, crée quelque chose à l'intérieur de nous qui peut amener des résultats, même si, et là le coup du placebo est quelque chose d'intéressant, il n'y a pas d'éléments chimiques qui, à ce moment-là, fonctionnent ou devraient déclencher quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que même pendant le cours de la méthode, on est constamment, les instructeurs sont constamment en train d'emmener vers le futur. Dans l'exercice suivant, vous allez faire ceci, ceci, cela. Dans un instant, on va faire ceci, ceci, cela. Ce qui fait qu'on est déjà dans l'attente positive. Vous allez, à l'exercice suivant, apprendre à utiliser telle capacité, à pouvoir faire telle chose. Et du coup, qu'on le veuille ou non, en fin d'exercice, on est déjà en train de se dire, ah bah tiens, je vais apprendre une nouvelle truc, je vais apprendre à mieux m'endormir, je vais apprendre à ne plus avoir mal à la tête, je vais apprendre à mieux mémoriser, etc. Cette notion est une suggestion avec l'exploitation de l'attente positive. Et ça, c'est un grand classique de l'hypnose. Hein. Dans un instant, je vais te demander de lever tes 2 mains et tu pourras voir que tes mains vont petit à petit se rapprocher l'une vers l'autre. Je suis déjà en train de te donner te donne les instructions de ce que j'attends. Et après, je te le fais faire. Ce qui fait que tu as déjà projeté la possibilité que ça devienne une réalité. Tu as déjà imaginé, on revient sur cette notion d'imagination, imaginer que quelque chose est en train de se développer, avancer et devenir. L'effet inversé, en hypnose, cette loi de la suggestion est utilisée en programmant le sujet de manière inverse. Par exemple, plus vous essayez d'ouvrir les yeux, moins ils s'ouvriront.
Si le sujet a suffisamment d'énergie cérébrale pour cette suggestion prenne effet, cela indique une plus grande quantité d'énergie disponible pour d'autres programmations. C'est une façon en hypnose hyper classique de... c'est une injonction contradictoire en fait. Et l'injonction contradictoire, vu que le partenaire suit assez rigoureusement ce que dit l'hypno, parce que c'est quand même ce qu'on lui a dit au départ, hein. On va te demander de suivre l'ensemble des instructions qu'on va te donner. Si on associe quelque chose qui est contradictoire, la personne va chercher à le faire consciemment et subconsciemment parlant. Et en plus, c'est ce qu'on appelle une double sortie. Tu peux très bien dire, là il a pris quoi comme exemple? Alors, plus vous essayez d'ouvrir les yeux, moins ils s'ouvriront. Mais tu pourrais très bien dire, plus tu essayes d'ouvrir tes yeux et moins c'est possible, ou tout simplement, ils ne s'ouvrent pas. On n'a pas besoin de forcément aller vers une suggestion qui va compte. Par contre, et surtout dans l'hypnose directive et de scène, on va beaucoup l'utiliser pour confusionner potentiellement l'esprit de la personne et l'amener dans un cheminement intellectuel qui est un petit peu différent et dans cette notion de compliance, de fait de suivre ce qui est proposé. Donc là, on voit bien sur ces différents éléments qu'il propose à quel point il a une compréhension et des suggestions et de l'importance de la répétition et de l'importance de l'imagination et de toutes les techniques qu'il propose. On s'aperçoit encore qu'on est vraiment dans un cours avancé qui est très, très, très orienté hypnose. Ouais. C'est fou, hein? C'est fou, parce que là, on a limite l'impression de suivre un cours d'hypnose. Hein. On dirait. Mais en fait, je me rappelle très bien que Nelda Sheets, elle m'a dit, quand il a expliqué pourquoi, au départ, il y avait un cours de 3 jours, ce qui c'est en 72, mais après, c'est divisé en 2. Il y avait Ultra et Graduate. Il dit, mais le Graduate, il dit, c'est ce que c'était ses cours d'hypnose avant qu'il a perfectionné Sylvain. Donc, il donnait apparemment déjà des cours en hypnose. Et là, on voit justement que, oui, il était bien formé. Il a existé à un moment, justement, où l'hypnose est en train d'être vraiment découverte, et par Erickson et par Hellman, et voilà, José en même temps. Et je sais, il a dû étudier avec beaucoup d'instructeurs différents, je sais. Mais là, justement, même dans ce cours en 1972, moi, j'entends des choses que je vous ai dit, que moi, j'ai uniquement entendu bien longtemps après en hypnose. Par exemple, le saut hypnotique. Tu sais, ouais. Quand on et là, je trouve, à ma grande surprise, que José parle dans ce cours, effectivement. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant que j'ai fait un week-end Hellman avec Larry Hellman. Donc, c'est fascinant. Hein? Il était vraiment là quand ça bougeait. Ce qui est intéressant, c'est que le saut hypnotique, en fait, il a été développé dans les années 50. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo dessus ce matin, d'ailleurs. Oui, oui. Et en fait, dans les années 50, c'est les médecins qui l'ont développé. Oui, voilà. Et je parle de ça dans ce cours et j'étais très surprise d'entendre ça. C'est marrant, mais c'est un truc qui, je pense, s'est développé des années 50 aux années 90. Oui. Et après les années 90, plus personne ne le faisait, il n'y avait plus ce problème-là, sachant que ça venait vraiment du monde médical, hein, du monde de la dentisterie. Ouais, un des éléments, ça correspond, que j'avais envoyé à Lee il y a quelques jours, c'est qu'en fait, il y a une dame qui s'appelle Anne Spencer qui a créé l'IMDHA aux États-Unis, qui s'appelle International Medical and Dental Hypnotherapy Association. Elle a fondé ça en 86 et on vous a parlé déjà de la NGH, qui est le National Guild of Hypnotists. Ça a été une autre communauté, un autre groupe qui s'est fondé, et ça a été fondé donc par le docteur Anne Spencer. Ce qui est amusant, c'est que Anne Spencer était une Sylvain. Et elle a eu vraiment ce qu'on vous disait, et ça nous a amusé avec Lee, on vous disait que après, alors pas du tout à cette période-là, hein, vous voyez à quel point c'est hypnotique,
Mais je vais vous relire un petit peu ce que je lui ai proposé. Donc, Anne Spencer a été la première femme à fonder une association internationale d'hypnose, organisation, donc la IMDHA, fondée en 86. Son histoire d'hypnose a débuté en janvier 80, lors d'un cours de 3e cycle sur les méthodes du Silva Mind Control qu'elle étudiait depuis 69. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait la méthode. Ce cours portait sur la définition d'objectifs. Voici les propres mots du Dr Spencer envoyés par courriel à l'auteur. Mon objectif, tel que je l'ai écrit ce jour-là, était de créer ma propre entreprise. L'instructeur m'a dit qu'il fallait fixer une date pour l'objectif et je me suis dit pourquoi pas. J'ai écrit mars 80. Peu après le cours, j'étais au bureau de Silva et on m'a proposé de travailler pour eux dans la vente. J'ai dit oui. Le hic, c'est que j'ai été viré de ce poste commercial en mars 80. Attention à ce que vous voulez. Ça, c'était drôle. Vous pourriez très bien l'obtenir. Donc, tac, de retour chez sa famille, elle a encouragé à utiliser les méthodes qu'elle maîtrisait, etc. Alors, attends, qu'est-ce qui était intéressant? Oui, les méthodes Silva intégraient de nombreuses techniques hypnotiques, même si son professeur niait qu'elle utilisait l'hypnose. En effet, oui. Et tu as vu la notion qui a été intéressante, c'est que elle a donc beaucoup bossé le mind control. N'oubliez pas que l'un des points premiers de la méthode Silva, c'est la gestion du stress. Hein. On enlève toutes les notions de clairvoyance et autres, juste la gestion du stress. Et elle a décidé, dans un premier temps, à ce moment-là, je suis devenue consultante en gestion de stress. J'avais une maîtrise en éducation et j'étais à l'aise pour donner des cours. C'est intéressant, cette notion de gestion de stress qui, en fait, est une extension du boulot qu'elle avait notamment répété pendant pas mal d'années, je pense, avec la méthode Silva, et pour elle et pour les autres. Je trouve que ça, c'est vraiment... Je me demande, en fait, si elle utilisait la version Silva de ça, parce qu'à une certaine époque, on a compris que pour beaucoup de gens, ils n'étaient pas prêts à faire le cours complet, mais ils étaient quand même très stressés et il y avait ce qu'on appelait the relaxation course. Et c'était juste apprendre les premières parties de Silva, mais surtout juste relaxation, aucune technique du tout. Donc, il se peut qu'elle a fait ça. Ah, c'est intéressant ça. Je ne savais pas qu'il y avait... Et ça se passait comment? C'était quoi, sur une journée? On t'apprenait à te relaxer, à rentrer Normalement, c'était la moitié d'une journée. D'accord, ok. Et le but, c'était quoi? Amener en méditation dynamique et relâcher les gens? C'était pour le contrôle de stress. Hein. C'était une introduction à Silva aussi, parce qu'une fois que les gens avaient fait ça, normalement, ils étaient intéressés à suivre, mais même s'ils ne faisaient pas, au moins, ils ont appris comment se relaxer, comment contrôler le stress. Même si on ne va pas plus loin, hein, c'est quand même déjà très, très bénéfique. Oui, c'est excellent. Ah, ouais, donc, on a formé des instructeurs qui n'étaient pas certifiés pour donner le cours complet, mais juste pour faire the relaxation class. Ah, c'est intéressant. Alors, oui. Elle a pu commencer éventuellement par ça. Attends, je vais juste chercher en 2 secondes. Je me demande, ok. C'était toujours utilisé en 88 quand moi j'ai commencé cela moi-même. D'accord. Ah ouais. Bien connu, et c'était même recommandé pour certains instructeurs. Alors, attends, j'essaie de voir si on voit une association. Il a commencé avec Sylvain et c'était consultante de stress. C'était peut-être ça. Qui sait? Ouais. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que tu vois, elle a bossé, elle a bossé pas longtemps, hein, mais elle a bossé avec Silva dans la facette pour revendre les cours. C'est quand même assez amusant comme c'est intéressant. Bref, tout ça pour dire qu'une des plus grandes orgas du monde d'hypnose a été créée par une ancienne diplômée Silva. Oui. Oui, mais non. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'hypnose en méthode Silva. Ouais. Alors, si elle a commencé en 69, à mon avis, elle a dû entendre quand même ce type de cours-là, hein, parce que je vous rappelle, c'est 72. Par contre, c'est sûr que dans les années 80, c'était plus la même chose. Il avait complètement été passé à autre chose, justement. On va s'arrêter là pour la première partie, vu qu'on a commencé un petit peu nous en retard. Et déjà, donc, vous pouvez voir là à quel point il est orienté sur les suggestions, la compréhension de comment apporter un message dans une transe hypnotique
avec les injonctions contradictoires et autres. Et là, on va voir un petit peu, après, ce qu'il appelle la notion d'intelligence, qui revient un petit peu dans le mind control initial de José. Si vous avez déjà des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, n'apprenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be One, à tout de suite.